toujours un petit décalage. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé une bonne semaine d'entraînement, que vous êtes en forme ce week-end. Alors, je vais regarder si vous nous voyez. Vous nous faites un petit coucou, un petit bonjour. Et si vous nous dites si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Comme d'habitude, je vais faire mon petit topo sur les commentaires. Si vous pouvez cliquer sur le lien que je mets en commentaire sous la vidéo, comme ça nous permet de voir qui commente et c'est plus simple d'échanger. Ok, on a Sylvie qui nous dit bonjour, Aurélie qui est là, on a une autre personne. Je vous mets le lien et puis on va pouvoir commencer tranquillement. Alors déjà, bonjour Philippe Ligron. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on va parler alimentation et puis on va essayer de voir ce qu'est une bonne alimentation. Donc, je regarde là, les gens sont en train d'arriver gentiment. Je vous mets le lien pour les commentaires. Voilà, c'est parfait. Oui, son image, tout bon. Nicolas nous dit bonjour. Parfait, parfait, parfait. Ok, écoute, on va pouvoir commencer. Du coup, est-ce que Philippe, tu veux bien raconter un petit peu ton parcours et ton histoire pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors bonjour à tous, je m'appelle Philippe Ligron, je suis en Suisse, dans la Broye vaudoise, et je suis cuisinier de formation. Un parcours assez atypique, j'ai même envie de dire très atypique, puisque j'ai commencé comme cuisinier pour après me diriger, pour m'orienter vers la pédagogie qui était ma passion. Et puis j'ai enseigné quand même 26 ans les arts culinaires à l'école hôtelière de Lausanne. J'étais maître d'enseignement et puis après, je me suis vraiment spécialisé dans la pédagogie puisque je fais de la formation de formateurs d'adultes. Et puis, je donne beaucoup de conférences, mais j'ai ce petit côté aussi, faire le clown qui me plaît bien. Donc, je donne aussi, je participe à des spectacles, je joue dans certains spectacles. On en reparlera, je pense, aujourd'hui. Et puis, je fais des produits. Je viens de créer une société avec mon fils Félix où on fait des produits alimentaires et dont on va certainement reparler. Donc pas mal de choses. Je suis surtout aussi historien de l'alimentation, puisque je pense qu'il y a un lien très très fort entre notre passé et notre présent pour pouvoir se diriger correctement vers notre futur. Et c'est pour ça que j'ai une émission radio tous les matins pour ceux qui l'écoutent, qui s'appelle Bille en tête, tous les matins de 9h30 à 10h sur la première depuis 8 ans maintenant. Et cette émission prend fin au mois de juin. Ok, Voilà. un homme très occupé donc. Ok, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelle est ta philosophie par rapport à la nourriture ou l'alimentation en général? Alors, ben, moi, c'est ce côté histoire qui prend le dessus très rapidement. C'est-à-dire que je suis persuadé on ne peut pas, on peut pas se déconnecter en permanence comme ça, même si on vit dans une période où on est hyper connecté. La preuve en ce moment avec vous tous. Mais je pense qu'on a perdu un lien très très fort, un lien sacré entre notre aliment et nous. Et tu sais, on a subi beaucoup plus de modifications ces 50 dernières années, ces 100 dernières années, que depuis 20 000 ans en fait. Mhm. Et maintenant, je vois tous les cochonneries qu'il peut y avoir, en tout cas, cochonnerie, c'est peut-être un peu méchant, mais tous ces produits très étranges, n'est-ce pas? Tu as vu, je suis très diplomate, Ouais, je vois ça. qu'on Ouais. peut avoir dans notre alimentation. Je me dis, mais on nous fait vraiment, on nous prend vraiment pour des charlots parce qu'on essaie de nous faire gober n'importe quoi, en essayant de nous faire croire que ce qu'on mange est bon pour nous, alors que c'est juste pas possible. Quand on pense qu'on a beaucoup de peine encore à digérer certains produits alimentaires qu'on consomme depuis 20 000 ans, il faut arrêter de nous faire croire que des additifs alimentaires, par exemple, sont bons pour nous. Mais je pense honnêtement que ce qui est le plus important, en plus de tout ça, c'est vraiment ajouter de l'émotion dans notre alimentation. Et c'est ce qui manque maintenant, c'est qu'on n'a plus du tout d'émotion. Oh, je suis en train de parler comme un vieux schnock, là, ça va pas du tout, ça. Ah, moi, ça me plaît bien, j'aime bien. Non, mais je veux dire, je suis en train d'écrire ce spectacle qui va s'appeler Bon Appétit, qui sort au mois de septembre. On en reparlera peut-être aussi dans les détails, mais j'insiste vraiment sur le fait qu'on ne peut pas manger sans émotion. Manger un plat c'est très très important. C'est manger un plat qui n'a pas de message, tu vas mal digérer et tout passe par la digestion. Tu sais, il y a un carrefour important, enfin vous savez, il y a un carrefour important entre l'aliment et notre corps, c'est la digestion.
On n'a pas des petits bouts de steak ou des bouts de brocoli qui se promènent dans notre corps, hein. Tout ça, ça doit être modifié au fur et à mesure de la digestion. Donc, si ce travail qui est conséquent, hein, il y en a même qui ont un peu un petit coup de pompe après manger, bah, parce que c'est un travail conséquent. Donc, si ce travail n'est pas fait correctement, on va avoir une mauvaise digestion. Et si on a une mauvaise digestion, au bout d'un moment, on va avoir une mauvaise santé. Voilà. Et puis, comme je dis toujours, je dis tout passe par le fric, en fait, hein. Donc, je dis aux gens, j'insiste, j'enfonce le clou en disant, et puis si vous avez une mauvaise santé, vous allez aller chez le médecin, donc vous allez payer des frais médicaux, tu vois, essayer pas les culpabiliser, mais leur ouvrir un peu les yeux, parce que c'est ce qu'on a un peu perdu à l'heure actuelle. Mhm. Dire maintenant, les gens, ils pensent que en regardant les Princes de l'amour à New York avec les Marseillais, ils vont nourrir leur corps, mais en tout cas pas l'esprit, ça c'est clair, mais le corps non plus, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent on pense économiser de l'argent avec la nourriture, mais finalement c'est de l'argent qu'on va redépenser plus Tout à fait. tard en santé à cause de peut-être de maladies ou de problèmes Mm. particuliers qu'on pourra avoir à cause de l'alimentation, de la mauvaise alimentation qu'on aura eue en fait. Tout à fait. Consommer, tu sais, c'est bien qu'on parle de ça, hein. Il faut en parler de l'argent parce que l'argent fait tourner le monde. On le voit en ce moment d'ailleurs, hein. Mhm. Et, enfin, on voit les problèmes qu'on se pose par rapport à ce déconfinement qui va arriver. J'espère un de ces quatre. Mais acheter ces produits dans des grandes surfaces, déjà, un, ça ne coûte pas moins cher, c'est absolument faux. Ce sont des images d'épinal. J'ai un peu l'impression qu'on a tu vois, ce qu'on a, cette boule là qui est la tête, qu'on a au-dessus du corps. Le corps est bien fait. Le corps, ça fait des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années qui se, qu'il évolue. C'est juste la tête qui devient complètement folle. Et cette tête a été formatée pour croire que les produits qu'on achète en grande surface sont moins chers. Ce qui est pas toujours juste, c'est même très rarement juste. Moi, je vous invite à aller acheter vos légumes chez un petit producteur directement en vente directe. Vous verrez que ça coûte moins cher. Pourquoi ça coûte moins cher? Parce que les produits que tu achètes en vente directe, c'est des produits qui sortent du champ. Donc déjà, ils ont une histoire, mais ça, on y reviendra après. Mais surtout, ces produits-là, ils sont neufs. Ils sont neufs. Ils sont vivants. Alors qu'un produit que tu achètes en grande surface, qui lui, à un moment de sa vie, a été vivant quand il a été ramassé. Après, on ne sait pas où, hein, parce que ça vient aussi Mhm. d'endroits plus ou moins aléatoires. Mais bref, en imaginant que c'est la même origine, mais ce sont des produits qui ont 2 ou 3 jours de plus de vie. Donc, c'est des produits que tu vas pouvoir garder moins longtemps. Donc, c'est des produits qui vont te coûter plus cher parce qu'il y a plus de gaspillage. Il ne faut pas oublier qu'en Suisse, on balance 40 jusqu'à 40% de notre alimentation sert au gaspillage. Donc, il faut arrêter. Il y a un moment, on a Mhm. meilleur temps d'acheter des produits chez un petit producteur, d'acheter des quantités raisonnables, bien sûr, et puis gérer ces quantités-là, Mhm. plutôt que de faire n'importe quoi. La meilleure invention qu'on ait faite, mais qui est en même temps la pire invention dans notre alimentation, c'est le réfrigérateur. Parce que le réfrigérateur a complètement déresponsabilisé l'humain par Mhm. rapport à la prévention sur la conservation des aliments. Mhm. Je parle C'est beaucoup là. intéressant ce que tu dis parce que non, non, mais c'est intéressant parce que du coup, tu mets en évidence certaines choses aussi. Si tu parles de responsabilité, mais c'est super important. C'est aujourd'hui pourquoi on va pas voir les petits producteurs, c'est parce qu'en fait, il faut aller voir chaque producteur pour chaque produit. Et ce qu'a réussi le coup de maître qu'ont réussi les grandes surfaces, c'est de tout réunir en un seul endroit. Mhm. C'est de faire en sorte que ben, tu vas au supermarché et tu peux trouver tous les produits qui t'intéressent en fait. Et comment, moi je me demande comment ce serait, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait justement franchir le pas, faire cette démarche-là et d'aller voir les producteurs, mais qui se dit mais j'ai pas le temps en fait, j'ai pas le temps d'aller voir 10 producteurs en une journée ou même dans la semaine parce que j'ai trop de boulot ou parce que j'ai des enfants, etc. Donc moi le supermarché c'est efficace, j'ai ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit ça? Alors moi, ce que je dirais, c'est que dans un premier temps, il faut se déformater. Il faut reformater tout ça. C'est-à-dire, c'est très compliqué, hein. Tu sais, même pour Mhm. moi, issu un professionnel, un converti à ces produits de proximité, ça a été un travail monumental. Il y a une forme d'anxiété. Et c'est très intéressant au niveau sociétal d'aller dans les supermarchés. Pour moi, c'est un spectacle, hein. J'adore aller dans les supermarchés pour regarder les gens, le comportement des Ouais, consommateurs. ouais. Ce sont des gens qui ont peur. Aller pour moi dans une grande surface, c'est un acte de peur. C'est-à-dire que c'est un moyen pour l'humain de se rassurer par rapport à un stress qu'il a vécu toute une journée, parce qu'on est tous soumis au stress dans le cadre de notre travail, dans le cadre de nos projets, dans le cadre même de notre vie familiale.
Tu finis le boulot à 18 h, il te faut encore aller faire vite tes courses, vite, parce qu'on fait tout très très vite. Moi, le premier, hein, je dis ça, je vous dis la messe, mais j'ai pas un échantillon sur moi, mais disons qu'on va vite faire ses courses, et le fait d'aller faire ses courses où tu vas aller directement au rayon légumes parce que tu sais qu'il est là, et puis tu vas prendre les carottes parce que tu les connais puisque tu en as déjà fait. Mais tu appauvris ta science culinaire en faisant ça. C'est-à-dire que tu es en train de devenir en fait un légume intellectuel par rapport à la relation que tu devrais avoir avec ton alimentation. Et c'est toute la contradiction qu'on a. Et moi, je pense que aller dans un magasin de proximité, pour moi, un magasin de proximité, c'est par exemple un boucher. Hier, j'ai été chez mon boucher. On a discuté le coup pendant 2 minutes. Mais allez voir. Et les gens me disent, ouais, mais moi, j'ai pas le temps. C'est pas vrai. Déjà, la viande, on devrait en consommer 2 à 3 fois par semaine. Il suffit de l'acheter et puis de la conserver correctement. Tu n'as pas besoin d'aller chez ton boucher trop souvent. En plus de ça, il faut savoir que ces gens dont on parle, qui sont des artisans, maintenant de plus en plus se regroupent. C'est-à-dire que ces gens-là peuvent te préparer des paniers, peuvent te préparer des corbeilles, mais surtout t'accompagner dans ta cuisine. Donc, Mmh. il faut arrêter d'avoir peur. La cuisine, faire la cuisine, c'est un acte d'amour, c'est un acte de partage. Et je pense que c'est beaucoup plus valorisant. On le voit maintenant avec cette période de coronavirus où les gens sont confinés chez eux. C'est très intéressant les retours que j'ai de gens qui me disent ah j'ai fait ça avec mes enfants, on a fait un cake au yogourt, un gâteau au yogourt, tout ce genre de choses, c'est des trucs tout simples. Et c'est Mmh. tellement plus intéressant que de regarder des téléréalités à la télé pour apprendre qu'il y a 3 lunes qui tournent autour de la Terre et des conneries pareilles. Je veux dire, c'est tellement aliénant ce genre d'informations qu'on reçoit. C'est tellement pauvre. La cuisine, c'est magnifique, vraiment. Mais ouais, c'est super intéressant tout ce que tu dis parce que en fait, déjà, tu nous dis que c'est comme un processus en fait que tu as fait pour toi, par exemple. Ça s'est pas fait du jour au lendemain que tu es allé voir tous les producteurs. Enfin, l'organisation que tu as aujourd'hui, elle s'est pas fait du jour au lendemain en fait. T'as mis du temps à mettre tout en place. Ça a été des étapes et c'est ça qui est intéressant en fait. Peut-être de dire aux gens en fait. Commencer par quelque chose, quoi que ce soit, même si c'est à petite échelle, et puis construisez étape par étape, mettez un parpaing après l'autre, Mm. et puis ensuite vous aurez construit toute votre maison Tout à euh, fait. au bout d'un certain moment. C'est Mais, ouais, mais c'est c'est un acte courageux, hein, c'est une sorte de Mhm. profession de foi. C'est-à-dire que faire ça, c'est une forme de désintoxication. Mhm. C'est comme quelqu'un qui arrête de fumer. Pensez pas que ça va être facile. Vous allez Mhm. avoir le côté de se dire, oh, mon Dieu, j'ai pas été, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Mais une fois, commencez à vous nourrir avec des aliments et pas avec des choses qu'on vous vend. Tu sais, on a beaucoup de problèmes à l'heure actuelle avec ce pain au gluten. Alors, je mélange pas tout. Il y a des gens qui sont vraiment allergiques au gluten, les cœliaques par exemple, mais beaucoup de Mhm. gens sont intolérants au gluten, ou mieux, allez, elles sont pas là, elles m'écoutent pas. Mes sœurs qui, maintenant, tout vient du gluten parce qu'elles ont un petit ballonnement, un petit machin, ça y est, c'est la faute du gluten. Mais quand je vois le pain qu'elles achètent, c'est juste normal. Si une fois on achetait du pain qui est vraiment du pain, mais la vie serait belle. Achète un pain au levain, par exemple, qui est fait avec des vieilles céréales, et puis tu le romps et tu mets ton nez dedans, mais c'est une invitation au voyage. Tu as cette acidité, tu as des parfums de bière même qui viennent. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qui est en plus naturel. Le pain, c'est la plus vieille recette de l'humanité. Et ce pain, on arrive à le digérer. Il faut juste utiliser des céréales, des vieilles céréales qui contiennent moins de gluten et surtout des gluten naturels, pas des gluten synthétisés, et puis faire un pain au levain. Le levain a la particularité de dissoudre, d'aliéner le gluten, une partie du gluten en tout cas pendant la fermentation, avant la cuisson. Donc recommençons à manger du pain qui est du pain et pas ce truc qu'on achète dans les stations-service qui est tout croustillant, tout bon, et puis quand on arrive à la maison, il est déjà tout sec, et le lendemain, tu peux t'en servir pour une arme, en fait, hein, comme une arme. C'est une batte de baseball en fait. Ah, voilà, c'est une arme de destruction, un Ouais. manche de pioche, voilà. Ben, ça, c'est pas du Mais, pain, c'est pas du pain, mais quoi, il y a trop de gluten dedans ou ça n'a rien à voir avec le gluten du coup? mais c'est la faute du consommateur. Les consommateurs ont voulu, par le marketing, avoir des baguettes de pain bien croustillantes avec une mie presque nuageuse, toute blanche à l'intérieur. Et c'est un pain qui est devenu à la mode. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu? Pour ça, il a fallu booster les céréales avec des gluten synthétisés. Donc, Mhm. maintenant, tu regardes dans les champs, le blé qui pousse, les céréales qui poussent, elles sont à 1 mètre de hauteur.
Le blé n'a jamais été, même moins, elles sont des fois à 80 centimètres. Mhm. On n'a jamais eu du blé comme ça. Le blé a toujours été beaucoup plus haut parce D'accord. qu'on a poussé la nature à fond pour pouvoir devenir de plus en plus performante parce qu'on voulait ce gluten synthétisé, parce que ce gluten permet d'avoir une croûte extraordinairement croustillante et une mie extraordinairement légère. Mais tout ça, ce sont des processus qui sont morts, c'est des processus qui s'aliènent très très rapidement. Mhm. Mais est-ce que justement, c'est pas une question de rendement à la base aussi? On voulait plus de rendement, un peu comme tous les autres produits, enfin plein d'autres produits, mais le blé, on a choisi une variété qui apportait un meilleur rendement que les autres, et puis les autres variétés, on a dit bon, on les met de côté, quoi. On les a laissés tomber. C'est ça, quoi. Tu sais actuellement avec ce confinement, bon moi j'ai un restaurant à l'alimentarium et mon apprenti il a plus de cours. Et puis il a ses examens bientôt, donc tous les matins. Aujourd'hui il a congé parce qu'on avait rendez-vous, mais tous les matins je fais comment dirais-je, un examen oral ensemble. Et puis on a commencé à travailler là-dessus et on a commencé à travailler sur les légumes parce que je suis très attaché à ces légumes. Tu sais, les légumes ont aussi une faculté d'apporter de la couleur dans un plat. On en reparlera si on a le temps aujourd'hui. Mais Mhm. on a parlé des légumes oubliés. Et mon apprenti me dit, Mhm. mais chef, pourquoi on appelle ça des légumes oubliés? Et je lui dis, parce qu'on les a oubliés en les sacrifiant sur l'autel de la rentabilité. Mhm. Tu vois, c'est-à-dire que du pané, qui est juste pour moi un légume divin, ça a un goût d'artichaut, ça a des parfums absolument incroyables, c'est facile à travailler, c'est résistant aux cuissons, donc c'est vraiment quelque chose de génial. C'est un exemple, hein, le pané, mais il y en a plein. Mhm. Mais ça a été sacrifié. Pourquoi? Parce que c'est pas un légume qui est productif. Donc, on a produit ces carottes oranges là qui sont toutes identiques. Je sais pas comment ils font, hein. C'est comme les tomates, enfin qu'on appelle des tomates, ces boules rouges qui sont absolument identiques. Est-ce que quelqu'un a déjà regardé un plant de tomates dans un jardin? Il n'y a jamais deux tomates identiques sur un plant de tomates. Je sais pas comment ils font. Et tout ça Mhm. sont des produits artificiels parce que ce sont des produits qui sont rationalisés à outrance pour être le plus performant en termes de coût. Mhm. Mais il faut que le consommateur se dise à un moment, euh, ce que j'achète, c'est pas de l'aliment, c'est pas de la nourriture, c'est quelque chose qui sert à une industrie qui, à mon avis, est en bout de souffle, hein. C'est la mondialisation, c'est tous ces trucs-là. Et maintenant, est-ce que je pourrais pas une fois prendre soin de mon corps en essayant de manger des aliments sains? Arrêter de faire des régimes où, moi, je vois avec mes frangines, elles font des régimes, ben, c'est un sketch, hein, c'est de la télé-réalité ce qu'elles font. Je leur dis, mais déjà, le meilleur régime, c'est de manger à horaire régulier, ne pas manger entre les repas, manger lentement. Il faudrait compter de 1 à 5. Il faudrait compter jusqu'à 5 entre chaque bouchée. Et déjà, là, tu auras déjà quelque chose qui va commencer à rassurer ton corps. Parce que manger, c'est un acte de peur aussi. C'est-à-dire que on le voit sur la pyramide de Maslow, le premier niveau, c'est se nourrir pour survivre. Donc, si le corps sait qu'à horaire régulier, il a mangé, ben, il n'aura pas besoin de faire des réserves, hein. Mhm. Ouais. Et je fais un parallèle avec, par rapport à ce que tu dis avec mon activité. Tu parlais tout à l'heure des légumes oubliés qu'on a sacrifiés sur l'autel de la rentabilité. Bah, c'est un peu le cas aussi avec ce confinement. On est en train de sacrifier de sacrifier la santé pour pouvoir reprendre le plus vite possible. Hier, j'ai envoyé des messages à mes clients pour leur dire que finalement, j'avais pris la décision de ne reprendre qu'au mois de juin. Et il y en a certains qui s'étonnaient que je ne reprenne pas comme tout le monde lundi, le 27 avril. Mais parce qu'en fait, pour moi, c'est trop tôt, en fait. C'est juste trop tôt. J'estime qu'en fait, on veut rouvrir les vannes le plus vite possible parce que, en fait, on se rend compte que, bah, comme tu disais tout à l'heure, l'argent domine tout et que sans ça, on peut plus vivre. Et on n'a plus aucun moyen on ne sait pas comment vivre sans en fait. Et c'est super intéressant d'aborder le sujet parce qu'en fait, ça veut dire que on est totalement, notre vie entière est totalement dépendante de ça et que si demain les supermarchés ne pouvaient plus être approvisionnés, ben on ne saurait pas faire pousser Mmh. notre propre nourriture en fait. Et donc sur cette fameuse pyramide de Maslow, le tout premier plan s'effondre, donc tout le reste finalement s'effondre quoi. Exactement, les fondations s'effondrent. Ouais. Ouais, non, mais c'est un système de consommation qui est redoutable. En plus de ça, avec tout le marketing qui a été mis en place là derrière, c'est quelque chose de fou. Mais souvent, je reviens à ces histoires de prix. On me dit, mais ouais, mais quand même, tu dis les conneries parce que la viande est quand même plus chère chez un boucher. Peut-être, peut-être, mais cette viande que vous achetez en grande surface, elle a absolument aucune histoire. Et en plus, je sais pas si vous avez remarqué,
mais vous l'achetez peut-être moins cher au kilo. Je vous fais juste un petit cours de calcul de prix de revient que nous affectons nos cuisiniers parce qu'on a des marges tellement faibles qu'on est obligé de tout regarder. Mais quand tu achètes une barquette en supermarché, peut-être que le prix au kilo est moins cher, peut-être, et encore que, mais ça arrive. Mais ce qui n'est pas pris en compte dans les coûts que tu auras réellement, c'est déjà la barquette. La barquette qui est comprise dans le prix, mais que tu vas devoir jeter dans une poubelle. Tu ne peux pas le balancer par la fenêtre. Donc, tes poubelles, il faut payer ta poubelle. Donc ça va te faire un coût supplémentaire. Le papier film qui emballe ta barquette, ça aussi, tu vas devoir payer. Mais ce qui est étrange, c'est de savoir qu'entre la barquette et la viande, souvent, il y a une sorte de petit Kleenex. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a un petit Oui, Kleenex entre la viande et la barquette. Pourquoi? Parce que la viande, quand tu la tranches, c'est un phénomène naturel pour essayer à la maison. Quand vous tranchez de la viande, au bout d'un moment, elle rend du jus. Ça s'appelle l'exudat. Alors ce jus, comme ils sont obligés de couper la viande à l'avance pour la mettre dans les barquettes, c'est évident qu'au bout d'un moment, la viande, elle va rendre son jus. Donc ça veut dire que la barquette va ressembler à une piscine olympique. Alors pour éviter ça, ils mettent ce petit papier qui va pomper ce jus. Mais ce jus, il est plus dans la viande. Mais le poids qu'il y a sur la barquette, qu'il y a sur l'étiquette, qui est posé sur le papier film, le poids qu'il y a dessus, c'est le poids de la viande avec le jus. Mais ce jus n'est plus dans la viande. Donc ça veut dire que finalement, tu payes ta viande plus cher. En plus de ça, ce Kleenex, personne va s'en servir pour se moucher. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu le jettes aussi à la poubelle. Deuxième frais, tu vois. Et je continue parce que cette viande que tu vas manger, comme elle a plus son jus naturel, elle va être sèche. Donc si elle est sèche, est-ce que tu vas bien digérer? Non. Et si tu ne digères pas bien, est-ce que tu vas être en bonne santé? Non. Donc est-ce que tu vas aller plus souvent chez le médecin? Oui. Enfin, tout ça, c'est très exagéré, je suis d'accord. Mais à l'échelle d'une société, d'une civilisation, c'est énorme les coûts que ça peut engendrer. Et vraiment, il y avait Confucius qui l'a dit. Après, il y a un monsieur très bien qui s'appelle Jean-Anselme Brillat-Savarin, qui était un gastronome du XIXe siècle. Il disait, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. On a complètement tourné le dos à notre alimentation pour se diriger vers une médecine chimique, une médecine qui est bien sûr entretenue par des lobbies et des lobbies pharmaceutiques, etc. Mais tout ça, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Charlemagne l'avait compris. Charlemagne, je vous invite, vous qui nous écoutez, de consulter le Capitulaire de Willis, qui est en fait un recueil de lois qui a été édicté par Charlemagne à peu près, je crois, c'est en 800 et quelque chose, et où il y a plus, alors il y a beaucoup de capitulaires, mais je crois que c'est le 33 ou le 43 qui est orienté sur l'alimentation, où il y a plus de 80 végétaux différents, c'est-à-dire herbes, légumes, fruits. Pour chacun de ces végétaux, il y a les propriétés gastronomiques, mais il y a aussi les propriétés médicinales. Parce que tout est lié à l'alimentation, finalement. Si tu as une bonne alimentation, tu es en bonne santé. Après, il faut respecter ton corps à travers les travaux que vous faites avec le sport et compagnie. Là où je suis un peu feignant, pour être très c'est honnête. pas grave, on va t'envoyer le programme à la maison. Mais tu vois, si tu lis tout ça, ça marche parce qu'on a déconnecté la tête du corps. Mais si on arrivait à recréer ce lien entre la tête et le corps, on arriverait à avoir quelque chose de serein et de positif pour notre corps, en fait, et retrouver la santé. C'est ce que je voulais aborder comme sujet, donc ça fait une bonne transition. C'est effectivement, tu dis, on tourne le dos à notre alimentation, mais on se tourne le dos à nous-mêmes en fait. Finalement, on déconnecte complètement le corps et l'esprit, alors qu'en fait, tout est lié en fait. Et puis, ouais, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais euh, par rapport à ce que tu dis, l'alimentation, c'est finalement le premier médicament. C'est notre premier médicament avant même toutes ces pilules et tout ce qu'on peut trouver en pharmacie. Finalement, ce serait là qu'il faudrait aller le chercher, en fait. Il y a ce médicament et puis après, il y a toute la méthodologie de préparation de ce Mm. médicament qui est l'aliment. C'est-à-dire qu'après, il faut pas faire tout et n'importe quoi. D'où l'importance des professionnels. C'est-à-dire Mm. que il y a aussi l'assemblage. On parle des vitamines hydrosolubles, liposolubles, tout ça, on a bien compris qu'il faut faire des assemblages pour que ça matche entre eux. Mais il y a aussi, je parlais tout à l'heure des légumes qui avaient beaucoup de couleurs. On le sait maintenant, et depuis toujours, on le sait qu'on commence à manger par la vue. C'est-à-dire que quand on voit un mets appétissant, on salive et en salivant, on produit de Mm. l'amylase qui permet de prédigérer euh, certains nutriments et certaines substances nutritives. Ça veut Mm. dire quoi? Ça veut dire que les couleurs ont une importance. Je vous invite à imaginer un exemple. Prenez une assiette blanche sur laquelle vous allez mettre des jolies tranches de mozzarella. C'est joli, mais enfin, on est plutôt dans mode dépressif, là, blanc sur blanc. Après, vous mettez quelques tranches de tomates
intercalé avec les tranches de mozzarella. Vous allez voir que votre plat, il devient tout à fait beau maintenant. Mais si vous mettez un peu de basilic dessus, une petite feuille de basilic, votre plat devient volumineux, devient amoureux. Et au dernier moment, vous mettez un peu de vinaigre balsamique et vous verrez que vous avez à ce moment-là un plat équilibré. Alors, c'est pas une science exacte, mais on dit que dans l'alimentation, pour avoir un plat appétissant, il ne faut pas plus de 4 couleurs et il faut le drapeau italien avec une couleur sombre. On dit, parce que tout ça, c'est très subjectif, ça répond aussi à des facteurs culturels. Moi, je suis arrivé avec ma grande théorie au Cambodge parce que j'ai beaucoup travaillé à l'étranger. Et en Asie, par exemple, je me suis planté, mais lamentablement, avec mes couleurs parce que les couleurs avaient une autre signification. Donc tout ça, c'est lié à la culture. Mais pour dire qu'il y a des codes couleurs, il y a des volumes, il y a des formes aussi sur l'assiette qui sont importantes. Et tout ça va prédisposer le consommateur à avoir une alimentation saine, donc une bonne digestion. Mhm. Donc en fait, c'est tout un processus en fait à mettre en place dès le début en fait. C'est dès que je regarde mon assiette, ensuite je prends conscience de ce que je mange, ensuite je mange lentement, ensuite je prends le temps de digérer et je serai normalement en bonne santé si j'utilise les bons produits quoi et les Voilà, bons ingrédients. c'est des choses très très simples. Alors après, il y a des gens comme vous qui amenez encore une deuxième couche qui est très très importante, celle aussi de faire attention à certains débordements. Mais moi, je recommande aux gens de rester simple. La simplicité dans l'alimentation, c'est le plus important. Arrêtez de faire des trucs super sophistiqués en mangeant tout et n'importe quoi, parce que ces mets-là ont la particularité de déculpabiliser les gens et les inciter à faire des excès, puisqu'ils ils font attention à certaines choses. Donc, Mhm. revenons au naturel, aux choses simples, prenons le temps, et c'est pour ça que ce confinement, finalement, a des bons côtés, même si je rappelle que ça tue énormément de gens, donc on peut pas applaudir. Mais ça a quand même des bons côtés par rapport à ça. Ça permet en tout cas de se poser les bonnes questions, ou en tout cas de se poser des questions, de ralentir un petit peu, et puis de prendre conscience aussi que, ben, peut-être, comme tu disais à un certain moment, il y a une certaine folie dans notre manière de vivre à l'heure actuelle, et, euh, et peut-être il faut revenir à de la simplicité, à des choses essentielles, comme bah, les bons produits alimentaires, comme le sport, mais le sport santé avec son corps, bouger pas avec des machines, vraiment utiliser son corps. Et je pense effectivement moi aussi que ce confinement a permis en tout cas peut-être pas cette prise de conscience, mais en tout cas voilà ça permet de se poser quelques questions puis de se dire mais est-ce que je ferais pas différemment après. Moi j'ai hâte de voir l'après en fait surtout de voir quand on sera tous dehors ce que ça va donner quoi. Ouais, je pense que honnêtement, ça va repartir de plus belle, malheureusement. Mais je pense que ça va repartir de nouvelle en gardant quand même une petite note optimiste en me disant que certes, on va repartir de plus belle, mais on aura quand même cette expérience dans la besace qui va nous dire que par moment, on va peut-être se dire, ah oui, mais attends, tu te rappelles quand il y avait le confinement, on avait fait ça. Mhm. En tout cas, on avait vu que le pain, ça pouvait être bon et ce genre de choses. Mais j'ai peur que ça revienne quand même. Tu sais, j'ai regardé l'autre jour, j'ai eu un accident de moto dernièrement, donc j'étais un peu fatigué ces derniers temps. Je me suis foutu devant la télé. Et puis j'ai regardé pour la 53e fois L'aile ou la cuisse. C'est un film qui reste assez modeste hein, dans ses prétentions au niveau message. Mais en fait, il y en avait un très très fort qui m'a beaucoup plu, c'est que je vous fais pas l'histoire, tout le monde l'a vu au moins 20 fois. C'est du chemin qui massacre en fait Tricatel, l'usine Tricatel qui fait des aliments chimiques. Il a gagné à la fin du film, c'est super, tout le monde est content. Et lui, il rentre à l'Académie française et puis il fait le repas de son intronisation à l'Académie française. Et puis on sent que la vie est belle, c'est le final, quoi. Il a gagné sur Tricatel et puis il dit là, vous allez pouvoir manger quelque chose de bon. C'est moi, du chemin, qui l'ai organisé. Et en fait, en commençant à manger, il retrouve sa montre qu'il avait perdue dans l'usine Tricatel. Je ne sais pas si tu te rappelles Oui, de oui, ce bien sûr. final. Et en fait, je Ouais. me suis dit, mais malheureusement, ça risque de repartir la même chose. Mais on aura quand même cette expérience qui va, j'espère, nous titiller un peu. Puis c'est à nous, dans les médias, de remettre une piqûre, de refaire une piqûre de rappel de temps en temps en disant ah, attention, vous vous rappelez là, c'est quand même cool. Quand vous êtes fait à manger, vous avez quand Mhm. même découvert des choses. Tu sais, manger un plat de pâtes, on se fait souvent des pâtes parce qu'on n'a pas envie et tout. Des pâtes, c'est 100 grammes de farine, un œuf, une cuillère à café d'huile d'olive ou de huile de noix. Tu mets ça dans un mixeur, tu étales ça comme tu peux, avec une bouteille vide s'il faut, si tu n'as pas de roule à pâtisserie, coupe ça au couteau et tu cuis ça dans l'eau bouillante. Et ben tu verras qu'elles n'auront pas du tout le même goût
que des pâtes que tu vas chercher dans un sac et que tu as acheté de manière industrielle. C'est un Mhm. acte d'amour de faire à manger à quelqu'un. C'est lui dire je t'aime, je vais te faire à manger. Et ça, on l'oublie trop souvent. On a déshumanisé notre alimentation. Ouais, on avait fait aussi cette expérience-là avec Aurélie quand on était parti en Australie. On avait fait enfin moi j'avais fait pour la première fois les pâtes et je pensais pas que ça pouvait être aussi simple. Moi j'imaginais un processus très compliqué, très long, voilà avec beaucoup de choses à mettre en place, à respecter des protocoles, etc. En fait non, Ah, tout c'est très simple, simple. tout Les, basique. les- les meilleures pâtes que j'ai mangées de ma vie, c'était à Phnom Penh. J'ai beaucoup travaillé au Cambodge, hein. C'est pour ça, parce que je travaille beaucoup dans l'humanitaire. Et sur Moniwong Boulevard, je vous invite à aller dans les fried noodles. C'est dans des garages, en fait. Et puis, ils te font la pâte à nouilles à la minute. C'est-à-dire, tu arrives, ils te disent, vous êtes combien? Deux, trois? Asseyez-vous. Tu assis sur les petites chaises en plastique un peu bancales et tout. Et ils te font les fried noodles à la minute. C'est tellement bon. Tu les vois faire, Mhm. là. Là, il n'y a pas de problème d'hygiène ou de quoi que ce soit. Mais Ouais, je ça y pense qu'il est. faut. Tu sais, je finis toujours mes conférences en parlant de ma grand-mère. Alors là, je ne pense pas qu'on va se quitter, j'en sais rien, mais ma grand-mère, je trouve très intéressant. Je vois qu'il y a des gens qui nous écoutent, et puis j'invite ces gens qui nous écoutent à réfléchir à ça. Ma grand-mère faisait la meilleure chichoumeille du monde. La chichoumeille, c'est la ratatouille camarguaise, parce que vous entendez à mon accent qu'il y a des restes de Camargue. Mais pourquoi la ratatouille? Parce que tu sais, quand tu es enfant, tu t'arrêtes à des détails. Par exemple, je sais que dans la cuisine de ma grand-mère, il y avait une toile cirée avec des olives imprimées, des olives bleues et jaunes. Tu vois, c'est un détail. Je me disais en tant que gamin, pourquoi il y a des olives bleues et des olives jaunes? Ça n'existe pas dans la nature. Elles sont vertes ou noires. Et c'est pour dire que quand tu es gamin, tu t'arrêtes à des choses. Ben moi, quand j'étais gamin, je me rappelle du regard de ma grand-mère. Quand ma grand-mère, elle me regardait, j'avais l'impression d'être la huitième merveille du monde. Quand ma grand-mère, elle me parlait avec son accent camarguais, j'avais l'impression qu'elle me chantait une chanson. Et ma grand-mère, quand elle mettait sa petite main sur mon petit avant-bras pour guider mon geste, pour couper la chichoumeille, j'avais l'impression qu'elle me faisait une caresse. Et, et c'est ça qui a fait que la chichoumeille de ma grand-mère, la ratatouille de ma grand-mère, c'était la meilleure du monde. C'est parce qu'elle y mettait tout son amour. Et moi, j'arrivais à connecter la tête et le corps, mais sans m'en rendre compte. Ma grand-mère me mettait une quantité d'émotionnel dans sa recette. C'était l'ingrédient principal. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent là maintenant, qui doivent peut-être se dire, ah mais finalement, moi aussi j'ai ma Madeleine de Proust, moi aussi j'ai la tarte à la crème de tante Adèle ou ce genre de choses. Bah ouais. Ouais, ça y est, t'as donné envie à ma femme que je lui fasse à manger. Ça y est. Ouais, c'est cool. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Et puis, bah, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Je vois que vous laissez pas mal de commentaires. Si vous avez des questions à poser à Philippe, tout à l'heure, j'ai vu passer une question sur où trouver une bonne farine pour faire son pain, parce que tu parlais du pain tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui nous a demandé ça. C'est ce que toi, est-ce que tu as un endroit à conseiller, pas forcément un endroit précis, mais euh, c'est quoi? C'est le petit producteur? Petit producteur, tout à fait. Puis amusez-vous à faire vos mélanges de farine. Vous verrez, c'est génial. Mais n'achetez pas des mélanges de farine tout prêts, parce que vous ne Mhm. savez pas ce qu'il y a dedans, quoi. On est en train de vous faire du convenience food. Donc faites vos mélanges vous-même. C'est génial, hein. Puis franchement, c'est plus intéressant que les princes de l'amour à New York, hein. Et du coup, tu mélanges quoi comme farine, par exemple? T'as un Ah, exemple de mélange? de l'épeautre, tu peux mettre un peu de mie blanche. C'est simple, hein. Rajouter aussi des graines dedans, des céréales, Mhm. des flocons, ce genre de choses. Ok. Puis après, mais un pain, c'est tellement émotionnel. Faites déjà votre levain. Lancez-vous là-dedans. Mhm. Prenez de la Ok. farine que vous mélangez avec de l'eau et puis vous surveillez ça. Vous allez voir, j'ai une copine paysanne qui me disait l'autre jour, moi maintenant, je gouverne. C'est-à-dire, c'est son mari qui gouverne, hein. On sait ce que ça veut dire gouverner, c'est s'occuper du bétail. Et pour elle, son bétail, c'est son levain. Et je trouvais ça joli comme histoire. Ouais, c'est sympa. Ouais, ouais. Cool. Et puis du coup, ben, on va faire une transition en attendant s'il y a des questions. On parlait du coup de produits, de petits producteurs. Bah, toi aussi, en fait, tu es un petit producteur finalement. Oui, parce qu'il y a, je suis très attaché, c'est très important tout ça, parce que je suis très attaché à tout ce qui est alimentaire émotionnel, mais je suis très attaché aussi au gaspillage alimentaire. Parce qu'en tant qu'historien de l'alimentation, j'ai réalisé qu'en fait, on ne gaspillait rien dans le passé. Et nous, on est arrivé à un système où on gaspille jusqu'à 40% de notre alimentation. Et Mhm. puis, bah, avec mon sang latin méridional, il y a 2 ans en arrière, j'ai piqué une grosse colère
quand j'ai appris qu'un paysan sur la côte avait jeté à la déchetterie 2 tonnes de tomates qui étaient magnifiques, juste magnifiques à pleine maturité, mais juste parce qu'elles n'étaient pas assez bien calibrées pour la grande distribution. Mais attention, c'est pas la faute de la grande distribution, hein. Eux, ils ne font que faire ce que le consommateur attend. C'est à Ouais. nous, consommateurs, de dire, mais nous, on s'en tape que les carottes ou les tomates soient de taille différente. Enfin bref, pour revenir à cette histoire, et je me suis dit, mais en fait, nos paysans crèvent de faim, c'est très très dur pour eux. Ils ont peut-être des paiements directs, des trucs comme ça, mais tu sais, avec un litre de lait à 37 centimes, tu peux pas vivre très très longtemps ça comme ça parce que c'est un prix qui est inférieur à ce qu'il y avait à la fin de la Seconde Guerre mondiale et je crois que les charges ne sont plus du tout les mêmes. Enfin, je referme à nouveau cette parenthèse, on pourrait parler pendant des heures et des heures. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas faire un ketchup nous-mêmes? Et j'ai un de mes fils qui est dans la comptabilité, c'est très bien parce que moi, ça me passionne pas du tout ça. Et on a créé un ketchup en fait, un ketchup 100% suisse, à part les épices, il est même 100% vaudois celui-là. Mais moi, je peux te dire comment s'appelle le producteur de tomates. Et l'idée, c'est que c'est le producteur qui fixe le prix. C'est pas moi qui lui dis, moi, tes tomates, tu me les baisses de 20 centimes et puis je te les achète. Pas du tout. Moi, je lui dis, voilà, tu me les vends combien? Tant, ok, on y va. Et c'est à moi d'adapter ma marge par rapport à ce que le producteur attend. Parce que le producteur, il a des factures à payer, il doit vivre. Donc, on fait ça. On fait ça qu'avec des produits suisses. Là, d'ailleurs, la dernière charge était 100% vaudoise. Et surtout, nous, il est 10 fois moins sucré que ce fameux ketchup industriel, dont bien sûr je vous tairai le nom, mais que tout le monde connaît, qui peut contenir jusqu'à 24,6% de sucre. C'est juste hallucinant. 24,6% de sucre, nous on est à 2,5, donc on est quasiment à 10%, à 10 fois moins sucré. Mais pour dire que, et il est meilleur en plus. Il Bah, est c'est ce meilleur. que j'allais dire, le goût doit être complètement différent en fait. Le goût est complètement différent. Déjà, ça a le goût de tomate, alors que le ketchup a un goût métallique. Il y a pas beaucoup de sucre dedans, mais il est déjà largement sucré. Parce que le problème du sucre, c'est le problème alimentaire de demain. Mhm. C'est pas la famine le problème de demain, oui, dans certaines régions du monde, mais de manière globale, puisqu'on est en mode globalisation, que j'aimerais bien qu'il s'arrête ce mode d'ailleurs, eh ben, le problème de demain, ça va être le diabète. On n'a jamais eu autant d'obèses, on n'a jamais eu autant de diabète, on n'a jamais eu autant de maladies cardiovasculaires que depuis qu'on consomme des cochonneries comme ça. Mhm. Et moi, mon ketchup, il n'a pas une couleur rouge disco comme peut avoir le ketchup industriel. Mon ketchup, un goût, il a une couleur de tomate, en fait, parce qu'il y a des tomates, des échalotes et des oignons. Ok. Et c'est ça qui est beau. Et puis les gens qui le mangent, le dégustent et me disent oh, votre ketchup, il est fabuleux. Je dis non, il n'est pas fabuleux. C'est juste qu'il a une histoire. Parce que le ketchup, c'est un vieux truc. Hein, ça date du 19e siècle. Ça vient Ouais. du mandarin quetzalp, qui signifie poisson mariné, parce qu'à l'origine, c'était une saumure pour mettre le poisson à l'abri des contaminations. Puis les Anglais ont rajouté des tomates dedans. Mais c'est une Mhm. recette qui est magnifique et qui renvoie à nouveau à une histoire. Ça y est, t'as déjà des clients. Ah bon? Il y a trois qui nous demandent où est-ce qu'ils peuvent le trouver. Et ça me fait penser parce qu'il y a Nathalie qui dit est-ce que c'est du ketchup suisse? Alors oui, c'est du ketchup suisse. T'as même dit presque carrément vaudois. Pour cette Euh, série, ouais. et puis du coup, on peut le trouver en France. Non, Non, c'est non. local. Hein, c'est Alors, vraiment. bah, en France, j'aimerais bien qu'on le trouve en France, mais avec des tomates françaises. Ouais. C'est-à-dire qu'à Ok. un moment, quand tu réponds à une économie locale, tu ne peux pas commencer. D'ailleurs, on a eu beaucoup de demandes, je vais te dire, on a même eu des demandes à Singapour. Et on voulait exporter notre ketchup. Et puis mon fils m'a dit une chose très juste, il m'a dit, mais papa, mais c'est complètement idiot. Tu vends un produit local et tu vas le vendre à l'étranger. Faisons Hum, ça avec des tomates de Singapour. Et s'il n'y a pas, on fait autre chose. On fait un chutney ou autre chose. Et hum. l'idée, c'est vraiment, à travers ces produits-là, c'est pas de s'enrichir parce que ça me coûte de l'argent chaque année et du temps surtout, mais c'est de dire, c'est possible. On va y arriver, c'est possible. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent les coordonner. Malheureusement, je vais vous casser l'ambiance, mais il n'y en a plus. On est en rupture de stock et on va en reproduire en quelques temps. On attend juste que les tomates poussent. Voilà, parce qu'on travaille avec des tomates suisses. Donc, ça commence à venir. Là, j'ai acheté hier des rosses de Berne de la région, mais on va reprendre. Là, on est en train de planifier tout ça. Mais dans quelques mois, on va en trouver et vous en trouverez. Alors, on est dans la promo, je vois qu'il y a pas mal de gens qui me demandent. Si vous allez sur la page Facebook du Ketchup Ligron et vous aurez toutes les informations. Mais pour l'instant, on est en rupture de stock parce qu'on travaille des produits frais et des produits locaux, donc de saison. Je mettrai de toute façon tous les liens au-dessus de la vidéo, enfin en description de la vidéo pour que les gens puissent aller voir. Donc c'est le ketchup Ligron, hein, c'est ça. Ouais, Hein. tout à fait. Cool. Top. Donc voilà, ouais, puis ça, c'est magnifique, c'est une belle histoire. Déjà, c'est une histoire familiale parce que j'ai dit à mon fils, on fait ça, donc quand tu fais ça, père et fils, c'est déjà une belle aventure. Puis en plus, il me dit, bah, tu sais quoi, il me dit, on met papy comme logo, donc
l'emblème du ketchup, c'est mon père, en fait. Et je trouve ça joli parce que Ah, ok, cool. donc c'est voilà, c'est une belle histoire familiale et puis ça répond à une éthique, quoi. Une éthique, il y a de l'amour. Moi, je peux vous envoyer les coordonnées du producteur et c'est ça qui est super. Et tout le monde est gagnant finalement. Ouais. En fait, c'est ça. Il faudrait qu'il y ait plein d'initiatives comme ça au niveau local partout. Il faudrait qu'il y ait du ketchup Ligron, mais à, à Fribourg, en Valais, en Alors, Campo de on en produit. Et puis, je ne veux pas faire la promo du ketchup Ligon, moi je voudrais faire la promo des produits du terroir. Parce qu'il y a j'enseigne aussi à Agrilogie dans un programme de formation qui s'appelle Patente en valorisation des produits fermiers, où j'ai que des paysans pour leur apprendre à devenir des commerciaux de leurs propres produits. Parce que les paysans ont malheureusement toujours, depuis l'Antiquité, cette situation d'être les serviteurs des riches. Et puis ça, je veux plus, il faut que ça arrête tout ça. Il faut que les producteurs maintenant, les paysans commencent à fabriquer des produits transformés. Mais il y en a plein qui font ça, il faut juste se renseigner. Tu sais, j'ai fait aussi, je ne sais pas si vous savez, vous connaissez tous Frédéric Crozio, l'humoriste. Et il y a quelques temps en arrière, un soir, on jouait dans un spectacle. Et un soir, il me dit, ouais, moi, j'aurais voulu faire un saucisson. C'est mon rêve. Et je lui dis, bah, on y va. Mais si on fait un saucisson, on a nos propres élevages de cochons. C'est-à-dire qu'on ne va pas acheter de la M, de la production industrielle, on gère notre propre production. Alors, comme on avait bu un petit coup, on s'est dit, c'est super, on va le faire. Sauf que le lendemain, quand on s'est levé, on s'est dit, on a quand même fait fort hier, et puis zut, on y va. Et ben, on y va, on a fait un saucisson qui s'appelle le Don Rose, 100% suisse, qu'avec des morceaux nobles, avec du poivre de compote, qu'avec des produits naturels. Et c'est une histoire d'amour. Parce que nous, notre saucisson, à la fin de l'année, avec les bénéfices, on est parti tout cramer en 4 jours à New York. On a fait une noce, pas possible. Et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que c'est une histoire de copains, c'est une histoire d'amitié, et on n'a pas rempli un coffre-fort parce qu'on s'en fout, on a envie de s'amuser et prendre du plaisir. Mais en Et fait, on en revient toujours à la même chose. C'est une question d'état d'esprit, une question aussi d'amour. En fait, c'est aimer les autres, aimer la vie, et c'est en ça que je trouve intéressant, par exemple, des concepts comme le revenu de base inconditionnel, c'est que on enlèverait de l'équation l'argent pour justement revenir à des choses essentielles comme ça, où en fait on fait les choses par plaisir, par envie, par bonheur et par amour. Et on aurait tellement de gens passionnés par ce qu'ils font qu'au final, on se retrouverait tous sur le même chemin, mais avec des vocations, des passions différentes. Mais c'est ça qui est beau aussi, c'est la variété des, euh, des activités qui fait que le monde est beau, quoi. Donc c'est super. Ouais, j'aime beaucoup l'état d'esprit en tout cas. il faut soutenir ces petits producteurs. Moi, c'est vraiment pour le fun, c'est pour m'amuser, pour Ouais, vivre, je le répète, une aventure avec mon fils. Mais il y en a qui tirent la langue, vraiment. Et ouais. il faut soutenir cette économie-là, cette économie de proximité. Parce qu'en plus, faire ça, c'est aussi un acte égoïste. Voilà, je rigole, hein, là, je suis complètement dans la caricature. Je suis en train de vous faire du ligron. Mais moi, en allant acheter ma viande chez un boucher, tu sais que j'ai un restaurant à Vevey, enfin, un restaurant, je travaille, je suis responsable du restaurant. On achète toute notre viande chez un boucher. On est les seuls à faire ça. Tous les professionnels vont acheter chez des grossistes. Mais moi, en faisant ça, je fais un acte citoyen, ça c'est pour faire joli, mais c'est surtout égoïste parce que mon boucher, si je lui donne du travail, il va survivre. S'il survit, qu'il gagne sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va payer des impôts. S'il paye des impôts, je vais moins en payer. C'est très caricatural ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est juste qu'à un moment, il faut recréer un lien entre les choses, il faut remettre de la vie, il faut remettre ce fameux sixième sens. Dans Mhm. notre alimentation, on est souvent parti sur bon, le toucher, l'odorat, le goût, l'ouïe et puis la vue. Mais on a oublié qu'il y a cette émotion qui est là. Mhm. On voit le cœur, l'émotion. Donc c'est ça qu'il faut faire, parce que sans ça, c'est bien. Mais il manque le côté voyage. Moi, mon ketchup, les gens, ils vont le manger, ils vont dire, oh, qu'est-ce qu'il est bon, son ketchup, il est extraordinaire. Mais non, il n'est pas extraordinaire. Le vôtre sera tout aussi bon. Mais c'est simplement que bah, moi, je voulais raconter, je vous ai raconté que c'était une histoire de famille, que c'est un paysan qu'on respecte, c'est lui qui fixe ses prix, et puis qu'on fait travailler une économie locale. Ça Mhm. sert à rien de foutre du sirop de je sais pas quoi pour sucrer un ketchup. Achetons notre sucre en Suisse. On fait du sucre avec la filière sucrière suisse qui se porte très très mal. D'ailleurs, j'en profite aussi pour le dire, parce que les paysans leur disent il faut tous faire des betteraves. Alors ils ont tous fait des betteraves et puis maintenant ils sont concurrents d'eux-mêmes. Tu vois. Donc il faut soutenir cette économie locale. On a un pays qui est magnifique, la Suisse, Mhm. qui a un terroir fabuleux. Franchement, moi, avec 8 ans d'émission avec Bien en tête, je ne pensais pas qu'on allait faire 8 ans d'émission et on pourrait continuer. Mais on a juste envie de passer à autre chose. Mhm. Mais la Suisse, c'est fabuleux. Un pays incroyable.
Donc en 8 ans, vous avez réussi à trouver énormément de, énormément de sujets, énormément Ah de ouais. gens, énormément de producteurs. C'est incroyable, hein. Mais Ouais. on pourrait refaire 8 ans, parce que plus on avance, plus on se dit. Alors maintenant, on est dans un mode, les derniers temps, parce que là, maintenant, on peut plus, mais on se disait, ouais, il faut, ah oui, il y a encore un tel à aller voir, il nous reste plus que 3 mois. Ah oui, puis il y a aussi lui. On pourrait refaire encore, mais à un moment, il faut laisser la place aux autres. Moi, je trouve qu'il y a certainement des jeunes qui arrivent et qui ont plein d'idées pour faire des émissions super. Et Mhm. nous, puis en plus, il y a le confinement qui a rien arrangé, donc on peut plus aller chez les producteurs parce on doit avoir on ne doit pas contaminer les gens. Donc maintenant, on est en studio et puis maintenant, on retrace toute l'histoire de la gastronomie. On vous propose un voyage à travers le temps. Donc là, cette semaine, c'était la préhistoire. La semaine prochaine, on commence avec l'Antiquité. Et puis là, on vient d'enregistrer déjà les 2 semaines du Moyen Âge. Et la semaine prochaine, on va faire toute la Renaissance. Quels sont les modes alimentaires qu'on a modifiés ou quels sont les modes alimentaires qu'on utilise de nos jours et qui viennent du Moyen Âge ou même de l'Antiquité. Et c'est vraiment, c'est surprenant, hein. Ah, j'imagine, ouais, ça doit être hyper intéressant. Bah, du coup, on rappelle, hein, c'est sur la première tous les matins à. 9h30 à 10h sur la RTS, la première. Ouais. Ouais, ok. Ça cartonne bien. Et puis, on a un réseau, une page Facebook où on échange, on se passe des infos et on Ok. se marre. Parce que l'idée, c'est de dire des choses sérieuses en rigolant. Et je Mhm. crois que les gens ont besoin de rigoler en ce moment, quoi. Ouais, ouais. On le ressent même nous à notre niveau, hein, par rapport au sport. Ça fait du bien de se défouler, Mm. ça fait du bien de rigoler ensemble, de partager des moments. Et puis, ouais, c'est clair, ça fait beaucoup de bien. Mais on mettra le lien de la page de l'émission, comme ça, les gens pourront aller voir. Bon, il y a déjà pas mal Merci. de qui connaissent, je pense. Je sais pas. Euh, alors, on a deux, trois petites questions par rapport au ketchup. Il y a quelqu'un qui demandait, est-ce que tu peux donner une recette rapide du ketchup maison? Tu disais que les gens pouvaient le faire eux-mêmes. C'est simple à faire du ketchup ou pas? Alors, l'avantage en plus, c'est que si vous avez des tomates qui sont pas très très mûres, ça va juste nickel. Genre des tomates un peu vertes comme ça. Alors, pour Ok. faire du ketchup, c'est très simple, hein. Vous faites une gastrique, c'est-à-dire du sucre, hein, que vous déglacez au vinaigre. Vous mettez après vos oignons, votre ail dedans. Vous mettez les tomates, vous laissez cuire ça, vous laissez mijoter, vous passez ça au tamis. Rajoutez les épices en fin de cuisson. Et si vous voulez des détails, vous trouverez même ma recette gratuitement en ligne sur Internet. Vous faites Philippe Ligron ketchup et vous avez même la vidéo. C'est la classe, non? Mais Ah, c'est c'est une recette, c'est la recette originale qu'on a un petit peu modifiée. Mais amusez-vous, puis vous verrez, ce sera tout aussi bon. Et moi, je me posais la même question aussi. Quel volume de ketchup tu fais avec 1 kilo de tomates? T'arrives à dire? Alors, de tête, comme ça, je pense qu'il faut à peu près 600 grammes de tomates pour 1 kilo de ketchup. Alors, les gens vont dire, oh, c'est quoi le reste? C'est du vinaigre. Ok. Voilà, c'est du vinaigre. Parce qu'en fait, c'est un moyen de conservation, hein. Mhm. C'est un Mhm. moyen de conservation pour conserver les tomates. C'est pour ça qu'on l'a fait aussi. Je rappelle, hein, beaucoup de gaspillage en Suisse. Je vous raconte une histoire par rapport au gaspillage. C'est une des aventures culinaires les plus déroutantes de ma vie. Moi, j'ai travaillé partout à travers le monde, hein, en Éthiopie, au Cambodge, Madagascar, Japon, Népal, Brésil, Allemagne, Liban. Enfin, j'ai tourné, quoi. Et ben, c'est ici en Suisse que j'ai vécu l'aventure la plus incroyable. Il y a en 2018 où on a fait un événement qui s'appelait Deuxième Service. C'est-à-dire qu'on était 5 chefs de la région lausannoise et on avait chaque soir un repas à faire pour 120 personnes, un banquet, hein, gastronomique, hein, mais qu'avec des restes de la Migros et de la Coop. On, Ah pou- oui. on pouvait commander autant de camions qu'on voulait. Et bah, je me suis dit, ouais, comment? Enfin bon, puis j'ai un peu traîné, quoi. Puis en fait, plus j'avançais, moins je savais comment faire parce que là, tu sais pas ce que tu vas avoir. Un exemple concret, j'étais tellement dans le flou que je me suis dit, ouais, bah, ce que je vais faire mes fonds. Comme ça, une fois que j'aurai fait mes fonds, ça va m'inspirer. Donc, il me fallait pour faire des fonds, des os et des légumes. J'ai appelé Table Suisse qui récupère tous les invendus de la Coop et de la Migros et qui les redistribue à Caritas et à la Carle, qui est la coopérative alimentaire de la région lausannoise. Et puis j'ai commandé un camion et le gars arrive, je lui dis c'est pour faire un fond, donc il me faut des légumes et puis des os ou de la viande, mais pas très cher. Enfin voilà. Et le gars arrive, il me dit serre-toi. Et là il ouvre le camion et il y avait des tourtes forêt noires au chocolat du sol au plafond. Pour faire, pour faire un fond, c'était du n'importe quoi. Et derrière, je lui dis, mais t'as pas pris des légumes, je t'avais dit, t'as pas trouvé. Il dit, si, j'ai quelque chose pour toi. Et il va derrière cette montagne de tourtes forêt noires au chocolat. Et il me ramène une caisse avec des petits sachets de 150 grammes de brunoise de légumes. Ça veut dire que mon apprenti, il a passé la journée à ouvrir tous les petits sacs avec une paire de ciseaux. Et on avait plus de déchets d'emballage à la fin que de légumes, finalement. Tout ça pour faire un fond. Mais le pire est à venir, pardon.
Je lui dis, mais tu as des os ou quelque chose? Il me dit, non, j'ai pas d'os, mais je t'ai trouvé de la viande. Je lui dis, mais beaucoup? Il me dit, ouais, 6 kilos. Je dis, bon, on va voir. Et là, je vous jure que c'est vrai, il me sort 6 kilos de filet de bœuf. Pour ceux qui connaissent pas trop la viande, le filet de bœuf, c'est la partie la plus chère chez le bœuf, qui est pas forcément la plus intéressante en plus, parce que c'est pas forcément la plus goûteuse. Moi, je préfère des, des, un foie de bœuf, par exemple. Moi, je suis convaincu que c'est la viande de demain sont les abats, mais ça, on pourra en reparler après, parce que Ok. j'ai des copains antispécistes que j'aime bien et avec qui je fais souvent des émissions. On discute beaucoup de la philosophie autour de la consommation de viande. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai dû me retrouver dans la situation avec des filets de bœuf pour faire un fond de cuisine, ce qui est juste une utopie, c'est une bêtise incroyable. C'est comme si tu achètes une Ferrari pour passer la tondeuse à gazon dans ton jardin, c'est la même chose. Donc j'ai dû improviser, je me suis débrouillé, ça a très bien été. Mais un exemple marquant, c'est que je voulais de l'huile et j'ai dit comment il s'appelait, Benjamin, je crois. J'ai dit, Benjamin, tu pourrais me trouver un peu d'huile? Il me dit, t'en veux combien? J'en ai une palette entière. Je dis, bah, bon, c'est pas une piscine que je veux. Je dis, je veux juste un petit peu d'huile pour faire les cuissons. Il me dit, t'en veux combien? Ben, je dis, mets-moi 1 litre ou 2 pour 120 personnes, ça va le faire, hein. Il me dit, non, mais je te mets 10 litres. Puis bon, j'ai dit, ok, mais moi 10 litres, je me suis sapé à l'électricité chez mon patron, en fait. Et le gars me livre 10 litres d'huile d'olive, des bouteilles super huile d'olive, et je regarde la date comme ça. Donc on est en décembre 2018, hein. Et je regarde la date limite de consommation, février 2020. Alors je le rappelle, je lui dis, tu t'es trompé, tu m'as livré tu n'as pas pris sur la bonne palette. Et là, il me dit, non, non, c'est les bonnes. Je lui dis, mais la date, il y a encore 2 ans de durée de vie. Et il me dit, non, mais regarde, l'étiquette est collée de travers. J'aime bien le silence, hein. Et en Ouais. spectacle, on dit que c'est les silences qui font le plus de bruit. Mais c'est hallucinant. Mais ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais pourquoi l'étiquette est collée de travers? Il m'a dit, ben, on ne peut pas les vendre. Et c'est vrai, on est tous les mêmes. Tu observes les gens dans les supermarchés. Au début de cette conversation, je disais, allez dans les supermarchés pour regarder, pour Ouais, observer. ouais, Tu mets 2 rangées de bouteilles d'huile d'olive, une avec l'étiquette collée de travers et une avec l'étiquette droite. Les gens vont se servir que sur celles qui ont l'étiquette droite, c'est vrai, c'est vrai. même C'est si vrai. la DLC est plus courte. Ou s'il y a une petite trace sur l'emballage, les gens vont penser que c'est tombé. L'étiquette déchirée. Ouais, ouais, On est dans un mode comme ça. On est c'est dans vrai. un monde de fou. Voilà. Ouais, c'est vrai. Bah, on a peur. C'est exactement ce que tu disais, en fait. On a peur de tomber malade, on a peur que ce soit pas le bon produit, on Mmh. a peur que ça ait tourné ou que ce soit tombé ou que ça a N'importe quoi. été. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est Et vrai que puis, c'est. Ouais. il y a encore un sujet là que j'ai vaguement abordé, mais qui me tient énormément à cœur. Toujours dans le gaspillage alimentaire, c'est la viande. Parce que souvent, je me frotte aux antispécistes. Maintenant, on a appris à s'apprivoiser avec les antispécistes, plus ou moins, mais ils n'ont pas tout tort, les antispécistes. Moi, je ne suis pas d'accord sur leur méthode, mais après, tout ça, ça se discute. Mais Mhm. dans leur philosophie, les antispécistes disent, ouais, nous, on respecte l'animal, donc on n'en mange pas. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec eux. Je leur dis, mais respecter un animal, c'est pas ne plus en manger. Respecter un animal, c'est de tout manger dans l'animal. Parce que il y a des civilisations comme les Inuits, par exemple, c'est une ethnie où ils demandent pardon à l'animal avant de le tuer. Un animal qui naît, comme nous d'ailleurs, nous, on sait qu'on est déjà programmé pour mourir. Mhm. On est programmé, pardon, à mourir. Donc, on sait que ça va arriver. Les animaux, c'est la même chose. Après, ce qu'il faut respecter un animal, c'est quoi? C'est lui offrir les conditions de vie qui répondent à ses besoins. Moi, j'ai des poules à la maison, je ne leur ai pas mis un écran plasma dans le poulailler, ça ne sert à rien. Par contre, je leur ai mis de la paille fraîche, elles pâturent, c'est-à-dire qu'elles vont dans les champs avec mes chevaux, elles vont dans les crottins se servir, elles font ce qu'elles veulent. Offrir des conditions de vie décentes à un animal et le tuer proprement. Et enfin, pour passer dans le mode alimentaire, tout utiliser dans l'animal. Actuellement, on balance une quantité phénoménale de morceaux de l'animal parce que c'est pas populaire. Mais si on observe, vous voyez derrière moi, j'ai ma collection de livres anciens, je suis un collectionneur en fait de livres anciens de cuisine. On utilisait tout. Moi, j'ai des quantités de recettes sur tous les abats. Et à mon avis, la viande de demain sont les abats. Parce qu'il ne faut pas croire qu'un bœuf, c'est que du filet et du contre-filet et du rumsteak. Un bœuf, c'est aussi du foie, c'est aussi des tripes, c'est aussi des rognons, c'est aussi des riz pour les veaux. Il y a tout un univers là derrière qu'on va devoir se réapproprier par respect pour l'animal. C'est-à-dire que l'animal, on ne va pas dire oh, ben, toi, on prend ça, puis le reste, on jette. C'est incinéré. Ça ne va pas, ça. On ne peut plus faire ça. Quand on Ah, sait que le bœuf, c'est un animal c'est une viande qui pollue énormément en termes d'eau, consommation d'eau, etc., il va falloir qu'on fasse attention parce que par respect de l'animal, mais aussi par respect pour les autres pays qui ont peut-être moins à manger, il va falloir qu'on commence un peu à réfléchir à ça. mhm. Je Il y trouve a, il y a une remarque que je trouve intéressante, c'est
Je crois que c'est Pascal qui a posé la question, et c'est juste, qui nous demande pourquoi pas faire un magasin que de produits qui ne sont pas dans les normes de vente classiques. Mais est-ce que ça n'existe pas déjà, ça? Alors le problème, c'est une excellente question, je ne sais pas qui l'a posée, mais bravo. Pascal. Pascal, alors salut Pascal. On ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'un produit qui arrive en fin de vie n'a pas le droit d'être commercialisé. C'est-à-dire qu'il y a des DLC, ce qu'on appelle des dates limites de consommation. Et alors, les DLUO, les dates limites d'utilisation optimale, ça va. Typiquement, des produits déshydratés, ça, on te dit, il vaut mieux les consommer avant temps, mais si tu consommes après, c'est pas grave. Mais après, il y a des DLC, et ces DLC doivent être respectés. Alors, on ne peut pas vendre un produit après, donc ça part au gaspillage. Même, et tant mieux, même pour les associations caritatives, où en plus de ça, c'est un facteur dénigrant pour les gens qui sont dans la nécessité que leur donner les produits qui sont passés de date. Donc voilà, on n'a pas le droit de faire ça. Par contre, ce qu'on aurait le droit de faire, c'est de vendre des produits moches. Ça se fait beaucoup en France, ça se fait encore pas assez en Suisse, mais vous verrez, ceux qui nous écoutent là maintenant peut-être ont un jardin potager, vous verrez que vos légumes ne sont jamais les mêmes, même Mhm. pour la même variété. Et c'est pour ça que je pense que ces légumes moches sont tout aussi bons et puis éviterait un gaspillage alimentaire. Je le rappelle, hein, en Suisse, on a un énorme avantage, c'est qu'on est un pays riche, mais c'est aussi un énorme inconvénient. C'est comme on est un pays riche, on gaspille. Et Mhm. jusqu'à 40% de notre production alimentaire sert au gaspillage. Mhm. Mais je pense que c'était plutôt dans ce sens-là qu'elle disait, c'était pas forcément par rapport à la date, c'était par rapport aux normes, je pense, de qualité ou de calibrage, par exemple des légumes. Voilà, Euh, ouais. je pense elle disait ça plutôt dans ce sens-là, ouais. Mais effectivement, ouais, moi je pense qu'effectivement ça, c'est possible finalement. C'est pas parce que Mhm. la tomate elle est pas hyper ronde ou hyper rouge, etc. qu'on peut pas la vendre en fait. Tout à fait. Mm. D'autant plus que la tomate, c'est un produit qui consomme passablement d'eau. Donc, c'est pour ça que nous, on dit avec mon fils à tous les producteurs, mais si vous avez des tomates, vous ne savez pas quoi faire, ne les jetez pas, vendez-les nous. Au lieu de Mm. perdre de l'argent, gagnez-en. Ouais. Mais c'est pas évident, hein. C'est Non, même non. ce discours-là n'est pas facilement réceptionné chez tout le monde. Je pense qu'il faut le répéter maintes et maintes fois, Tout à effectivement. fait. Ouais. Il faut en parler souvent. Il y a une autre question de Martine. Alors, je suis pas sûr d'avoir 100% compris. Tu nous rediras, Martine, mais elle nous demande, peut-on réchauffer des aliments tels que les légumes, féculents, viande sans problème? Donc, plutôt les manger crus ou enfin, je suis pas Alors, bien sûr. sûr, après, c'est tout une histoire de qualité, en fait. C'est-à-dire que quand vous réchauffez un aliment, vous le réchauffez, vous le remontez en température une seconde fois, voire une troisième fois. Mhm, Sachez que dans le monde professionnel, nous, on n'a pas le droit de réchauffer plus d'une fois un aliment. C'est-à-dire, on mhm, cuit un aliment, le lendemain, on peut le repasser, mais après, c'est fini. Mais par contre, mhm, vous, à la maison, rien ne vous empêche de le faire. Au pire, voilà, vous aurez mangé un aliment qui sera peut-être pas appétissant. Mais mhm. oui, vous avez le droit. Essayez de le mettre au réfrigérateur et de le conditionner correctement. Ouais. Mais non, oui, tout à fait. Faire attention. Après, il faut utiliser des méthodes de cuisson douce. Ça aussi, on pourrait faire tout un discours là-dessus sur les méthodes de cuisson parce que ferrer les aliments en les marquant presque noirs, c'est pas très très bon pour la santé et on perd beaucoup de sensations organoleptiques. Mhm. Les arômes sont des molécules très très volatiles, hein. C'est des molécules qui s'envolent très facilement ou qui brûlent très facilement. Donc quand vous ferrez, ce qu'on appelle ferrer, c'est-à-dire cuire, brûler un aliment, bah déjà ça peut devenir cancérigène et puis deuxièmement en plus vous perdez tout sens commun au niveau gustatif. Ouais, je me demande si c'était pas ça le sens de sa question, c'était de savoir si on pouvait les réchauffer et puis quelle méthode utiliser pour ces produits-là. Ouais, je pense que c'était plutôt dans ce sens-là. Ouais. Ok, ben, je crois qu'on arrive au bout des questions. Merci beaucoup à vous tous et toutes d'avoir suivi cette discussion. Merci beaucoup à toi, Philippe, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir pris autant de temps pour nous. Merci à vous tous. Il y a juste un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est ton spectacle, parce que tu vas être bientôt en spectacle. Tu veux en parler? Oui, en deux mots, c'est un spectacle qui s'appelle Bon appétit, trois points de suspension. Ça va commencer le 17 septembre, je crois, pour l'ouverture de la semaine du goût. Puis après, ben là, j'ai des dates là, qui viennent d'être retenues au mois de mars, je crois, au mois de janvier, partout un peu dans la Suisse romande. Et l'idée, c'est quoi? C'est de faire, plutôt qu'un spectacle, c'est plutôt une conférence sur scène, c'est-à-dire reprendre notre mode alimentaire de tous les jours et puis disséquer ça, ben, un peu comme on l'a fait maintenant, peut-être un peu plus piquant. J'aime bien piquer, appuyer où ça fait mal. Et puis rigoler autour de ça, parce que c'est toujours important de se moquer de soi-même pour pouvoir progresser. Puis c'est un peu le but de cette conférence sur scène où on va découvrir tout ça. On va reparler un peu
pour chaque groupe alimentaire, parce que là, je vous ai parlé un peu du gaspillage, je vous ai parlé un peu de la viande, mais je vous ai pas parlé des protéines végétales, je vous ai pas parlé des fruits qu'on achète dans les grandes surfaces. Mais voilà, on reprend un peu tout ça, puis surtout, on passe un bon moment ensemble, on se marre, et puis après, on boit un verre, et c'est ça qui est. Et puis de toute façon, tu pourras revenir dans le groupe pour une autre discussion sur d'autres sujets avec grand plaisir. Merci. Ouais. Donc voilà, tout bon pour ce spectacle-là. Tu disais janvier et mars, mais du coup, ce sera 2021 alors. C'est Ouais, ça? mais ça commence en septembre, hein. Normalement, après, on verra avec ces problèmes de confinement et de pandémie comment ça va se passer. Mais tout ça, ce sera sur ma page professionnelle Facebook où vous êtes les bienvenus, où il y a des infos comme c'est une page publique, comme ça, moi, j'ai pas accès à vos données personnelles. Et Mhm. sur ma page privée, il n'y a rien, puisqu'il n'y a que mon amour des chevaux, puisque je suis un homme de cheval. Et d'ailleurs, C'est là, vrai. je vais aller préparer mes chevaux pour aller faire un tour en attelage. Voilà. Ah ok, top. Bah écoute, on va te laisser. Et puis encore un grand merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à tout le monde pour les questions. N'hésitez pas aussi à poser vos questions, même en replay, hein. On essaiera d'y répondre comme on peut. Et puis comme je disais, bah, je mets tous les liens de Philippe en description de la vidéo, que ce soit sur le groupe Facebook ou sur YouTube. Et puis ben, encore un grand merci et puis bonne journée, bon week-end. Bye bye, à bientôt. Ciao. Allez, bon week-end, ciao ciao tout le monde.